Bonjour Nicolas Gaume. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce monde du jeu vidéo, vous baignez dedans depuis des années. Vous avez 19 ans lorsque vous fondez avec quelques copains du côté de Bordeaux une première entreprise de jeux vidéo. Puis ce sera l'aventure de Callisto avec de grands hauts et puis des bas. Et aujourd'hui, vous êtes président du syndicat national du jeu vidéo en France. Et vous êtes à la tête, alors pas période de crise, c'est plutôt une chance, à la tête d'un secteur qui est très florissant. 3 milliards de chiffre d'affaires en France. Ça crée combien d'emplois, ce secteur? En France, on a à peu près 200 entreprises qui travaillent dans la production de jeux et à peu près 5000 salariés. Directement, et on estime entre 10 et 15 000 nombre de salariés qui aujourd'hui tournent autour de la création de jeux. Alors il y a tout de même un revers à cette médaille. En France, 20 à 30% des entreprises qui se lancent dans le jeu vidéo ne tiennent pas le choc, contrairement à l'Allemagne, à l'Angleterre, où il y a moins de chutes, si je puis dire. C'est un univers très concurrentiel, un univers dans lequel il y a des retournements de marché extrêmement rapides, des modèles économiques qui sont très exigeants en financement, et on a le double inconvénient en France d'avoir peut-être moins d'appréciation de l'enjeu du financement des entreprises, plus de contraintes. Puis après, on a besoin de certaines flexibilités, sans parler de gros mots, mais pour des entreprises dans notre secteur, c'est parfois très difficile de s'ajuster, de grandir en taille très vite, de réduire les tailles d'une équipe, ce qui fait qu'on a une mortalité très supérieure à d'autres pays européens. Alors, il y a quelques années dans cette industrie ressemble à des siècles. On le voit dans le reportage, on étions à l'époque de la console de jeu. Aujourd'hui, on en est évidemment aux jeux sur les téléphones portables. Alors, demain, l'avenir, ce sera le jeu gratuit, vous pensez? Oui, c'est un modèle qui correspond aux usages notamment des plus jeunes. On a aujourd'hui beaucoup de jeux qui sont extrêmement lourds à financer et qui sont vendus 60-70 € en magasin. Ce sont des prix très élevés. Et il est vrai que sur téléphone mobile, dans le monde du web, des jeux gratuits dont on va effectivement payer certaines fonctionnalités un peu plus tard dans le jeu, ce sont les modèles contemporains. C'est des modèles qui sont nés en Asie où le piratage est assez endémique, donc effectivement ils sont assez adaptés aux nouveaux usages. Alors une étude récente étrie quelques clichés sur la façon dont les Français usent, parfois abusent des jeux vidéo. Alors justement le phénomène n'est pas nouveau, mais il touche beaucoup de ces jeunes adolescents. On sait que certains deviennent très vite accros aux jeux vidéo. On va tout de suite regarder ensemble un reportage. Quelque part, dans le nord de la France, nous avons rendez-vous avec un vétéran. Depuis le canapé de sa chambre, Roman, 16 ans, a fait le Vietnam et la Seconde Guerre mondiale. Armé de sa manette, Roman devient SWAT Elite 7 dans l'univers virtuel de Call of Duty, le jeu de guerre le plus vendu au monde. C'est une vue comme si on avait vraiment l'arme dans les mains. C'est pas une vue de derrière ou de dessus. Et on a l'impression d'être le visage de la personne, qu'on a ses mains et l'arme dans les mains. Là, je suis en ligne, je suis en match à mort par équipe. Grâce à sa connexion Internet, lui et son équipe, sa team, peuvent s'entretuer avec des joueurs du monde entier. Souvent, c'est des parties de 12, 6 équipes, 2 équipes de 6. Les gars de ma team, ils sont français. Et après, les autres, je sais pas. Là, je vois un gars qui s'appelle Ita, je sais pas quoi, c'est sûrement un Italien, il y a plein de gens. Et souvent, quand je joue la nuit ou quoi, je tombe sur des Américains ou des Espagnols. Il y a vraiment de tout. Ce soir-là, SWAT Elite 7 ne passera que 4 heures sur le champ de bataille. Delta, autorisation d'engagement. C'est peu pour un adolescent qui, il y a encore quelques semaines, n'arrivait pas à raccrocher sa manette. Je sortais plus beaucoup, je jouais, je dormais, je jouais. J'étais carrément décalé et renfermé dans les jeux. Je jouais jusqu'à 11 h du matin sans avoir encore dormi. Je me couchais vers 11h30 du matin. Je dormais toute la journée jusqu'au soir et je me réveillais au soir. Tu voyais plus ta famille du coup non plus à l'époque? Non, puisque la plupart du temps quand je me réveillais, ils allaient se coucher. Alors c'était bonjour, bonne nuit, et voilà. Roman jouait jusqu'à 15 heures par jour et il n'allait plus en cours. Bonsoir. Désarmés, ses parents ont fini par demander de l'aide. Comment vous allez? Ça va et vous? Très bien, très bien. Je joue que le soir, la journée je joue pratiquement plus, je suis tout le temps dehors. Depuis 6 mois, Roman et ses parents sont suivis par un psychologue et un éducateur d'une association spécialisée dans les addictions chez les ados. Tu te rappelles la réflexion que je t'ai faite quand je suis venu chez toi? Qu'on n'a pas la notion du temps dans la chambre. Qu'il n'y avait aucun repère de temps dans ta chambre en fait. Il n'y a pas de réveil, pas d'horloge,
Et je t'ai dit, ça fait penser à un casino. Il n'y a pas de repère de temps. Quelques conseils de bon sens qui ont aidé l'adolescent, selon son père. Son addiction, enfin, je vais pas dire qu'elle baisse, mais comme il dit, il gère un peu mieux. C'est-à-dire que parfois, ça arrive qu'il me dit, bon bah écoute, je vais jouer jusque minuit, 1h, je te promets, après j'arrête. Et c'est vrai que de temps en temps, bon ben, je vais faire un petit saut dans la chambre et puis je vois que c'est coupé et tout. À partir de quand il faut s'inquiéter? Quand les autres aspects de la vie sont désinvestis, quand, je sais pas, si on prend l'exemple d'un adolescent, c'est quand il commence à plus partager les repas, quand il commence à être en difficulté par rapport à la scolarité, quand il va plus au foot le dimanche avec les copains, quand il sort plus, quand il passe plus de temps dans sa chambre qu'ailleurs, enfin, etc. Je pense que c'est là qu'il faut se poser des questions. Est-ce que la solution, c'est d'empêcher l'adolescent de jouer? Je pense pas que ce soit d'empêcher de jouer, c'est pas parce qu'empêcher de jouer, enfin c'est le privé d'un plaisir qui prend. Après c'est effectivement de travailler avec la famille pour essayer d'instaurer en fait des règles qui vont permettre de réguler la pratique de jeu. Aujourd'hui, Roman a trouvé ses limites et aussi sa voie. Il veut s'orienter vers un CAP de coiffure. Une réaction à ce reportage? Mais écoutez, je vois la sortie de cette période compliquée pour ce jeune homme, mais c'est effectivement ça interpelle nécessairement. Après, je crois en tout, on peut avoir des usages excessifs et je pense que c'est compliqué parce qu'il y a une vraie fracture numérique entre des parents qui ne connaissent peut-être mal cet univers, qui ont peut-être moins de réflexes que devant une télévision où ils savent trier les programmes qui conviennent à leur enfant ou pas, qui savent gérer le temps qu'on passe devant la télévision, là, et c'est effectivement un sujet qui fait réfléchir. Et alors, est-ce que parfois la classification ne peut pas avoir un effet contraire à celui recherché justement dans ce jeu Call of Duty, qui est un jeu de simulation de guerre réputé très violent, et qui est un jeu pour adultes déconseillé au moins de 18 ans. Est-ce que justement cette étiquette n'attire pas encore plus les jeunes qui cherchent l'interdit? Écoutez, ça a été une initiative des professionnels que de mettre en place un système de classification qui avait une certaine exigence. De fait, le jeu dont on parle est interdit, déconseillé au moins de 18 ans. La vérité, c'est qu'effectivement, on voit cet effet, vous avez absolument raison. Et là encore, c'est aux parents d'arriver à trouver les référents et la capacité, ce qui n'est pas toujours simple, j'en conviens, mais effectivement, peut-être qu'il s'agit de faire évoluer certains éléments de la classification. On y réfléchit entre professionnels. Alors, quelles sont vos recommandations pour bien jouer, pour ne pas devenir esclave du jeu? C'est une question de gestion du temps. Je crois que le psychologue l'a dit dans le reportage. C'est très important pour les parents de délimiter des temps de jeu, de ne pas laisser les enfants jouer à des jeux qui ne sont pas de leur âge. Mais qu'est-ce qu'un bon temps de jeu? Parce que il faut pas ça que va dépendre du temps de jeu. Je parlais avec des parents qui me disaient, moi, quand j'arrête la télévision, eh bien, il y a un temps défini, etc. C'est vrai que j'avais un parent qui m'avait précisément dit, j'ai interrompu la partie de jeu d'un de mes enfants, il s'est mis à hurler parce que j'avais interrompu quelques minutes avant un point de sauvegarde et les 30 minutes de jeu qu'il avait pratiqué se retrouvaient anéantis. Donc c'est vrai que c'est là aussi une expérience qui est difficile dans la mesure où le père ne connaissait pas le jeu et donc ne savait pas apprécier exactement là où il fallait arrêter et cadrer. C'est aussi souvent un cadrage qui doit avoir lieu quand on est plus enfant, parce que quand on est adolescent, il y a une autonomie, il y a des choix qui sont beaucoup plus difficiles à imposer. Donc c'est pas effectivement des moments toujours simples, mais on va revenir aux choses basiques, gestion du temps et gestion des jeux auxquels on joue. Merci beaucoup Nicolas Gault, merci d'avoir partagé avec nous votre passion du jeu vidéo.